Jambo, Mbote, Nangadef, Akwaba, et bienvenue à cette présentation. Je suis le docteur Marcelin Ninidabo. Je suis PhD en contrôle commande de système dynamique. Si tu souhaites voir ma thèse de doctorat, tu suivras ce lien-là. Voilà. Et je suis également ingénieur consultant dans l'industrie et chercheur indépendant. Donc, si tu souhaites me contacter, tu peux écrire à contact@daboacademy. Tu peux écrire ici contact@daboacademy.com. Et puis, je me ferai un plaisir de te répondre avec des emails sympathiques, hein, bien sûr. Voilà. J'ai parlé lors des précédentes présentations des systèmes dynamiques du premier et du second ordre. J'ai dit déjà beaucoup de choses dessus. Et aujourd'hui, je vais te parler, comme application des systèmes dynamiques du second ordre, d'un circuit qu'on appelle en électronique le circuit RLC. R pour résistance, L pour inductance et C pour la capacité. Donc, ce sont des composants électroniques passifs qu'on peut monter en série et qui peuvent nous permettre et qui ont certaines propriétés. D'accord? Donc, je vais prendre ce circuit RLC série comme un exemple. Et à partir de cet exemple-là, je vais montrer quelques propriétés importantes des formules que j'ai mises en exergue comme innovation scientifique et leur avantage pour ce type de circuit que je vais te présenter. Alors, encore une fois, n'oublie pas que ce livre va bientôt paraître et l'ensemble des résultats que je vais bientôt présenter sont résumés dedans avec encore plus de détails que ce que je vais partager aujourd'hui. Et puis également, bien sûr, il y a d'autres chapitres qui peuvent également t'enrichir par rapport à tout ce qui est système dynamique, notamment le design de système dynamique, notamment également tout ce qui est identification, etc. Donc, j'ai un système dynamique du second ordre et j'en fais la modélisation. D'accord? Donc, pour faire la modélisation, alors avant d'aller à la modélisation, voici mon circuit RLC qui est présenté de cette façon-là, où j'ai l'entrée U de T ici. Ensuite, c'est une alimentation en continu, hein, donc j'ai une entrée U de T. J'ai le courant qui part de cette entrée U de T par la borne positive, qui circule dans la résistance, qui traverse la résistance, qui passe par l'inductance, et donc qui arrive au niveau de la capacité, qui charge la capacité au passage, et le circuit est rebouclé ici par la borne négative. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que pour écrire la dynamique électrique ou la loi fondamentale ici, qui réunit les trois éléments et l'alimentation, il faut passer par ce qu'on appelle la loi des mailles ou la deuxième ou première loi de Kirchhoff, hein. Donc la loi des mailles ici nous permet d'écrire que la tension, la somme des tensions ici est égale à la somme, est égale à la tension d'alimentation qu'il y a ici. D'accord? C'est ce que nous avons ici. Donc U au borne de la résistance, plus U au borne de l'inductance, plus U au borne de la capacité, ça c'est égal à U qui est la tension d'entrée. Et donc, en remplaçant les termes et en les écrivant en fonction du courant, sauf pour la capacité, nous avons que U en fonction de la U au niveau de la résistance, c'est la résistance elle-même en tant que paramètre que multiplie le courant que traverse ce dernier, cette dernière plutôt. Pour l'inductance, ça s'écrit plutôt l'inductance L que multiplie la dérivée du courant par rapport au temps. Et au niveau de la capacité, on maintient la capacité parce que notre expression, nous allons la donner finalement en fonction de la tension aux bornes de la capa. D'accord? Et donc, puisque le courant I de T aux bornes de la capa est écrit comme étant égal, obéit à la loi C D de U aux bornes de la capa par rapport au temps, donc, on multiplie la capacité par la dérivée de la tension aux bornes du temps. Si c'était l'inductance, on aurait eu U ici,
que vous avez vu ici est égal à L, dérivée du courant par rapport au temps. D'accord? Et donc, euh, nous remplaçons le I par cette expression ici. Ça nous donne LC d carré de U, puisque on dérive le I ici. Donc, quand on dérive l'expression du courant, on a C d carré de U, indice C par rapport au temps au carré. C'est ce que nous avons ici. Et nous multiplions le tout par l'inductance L. Ensuite, nous rajoutons R, le terme là, qui était là, c'est ce que nous mettons en deuxième position. RC, D de UC par rapport au temps, plus UC qui est ici, est égal à U de T. Donc, nous voyons que ici, nous avons un système dynamique du second ordre tel qu'il est écrit là. D'accord? Où le B sur A0 ici est égal à 1, puisqu'il multiplie l'entrée qui est ici, le U de T, et le UC ici, c'est le S de T que nous avons ici. Et donc, on peut tout de suite déduire que le gain statique de notre système est égal à 1. D'accord? Donc, le D de UC par rapport au DT est là. Le coefficient A1 sur A0, c'est le RC. Le coefficient A2 sur A0, c'est le LC. Et donc, si nous reprenons les expressions précédentes des présentations précédentes, nous avions défini la constante du carré du temps, taux indice taux, qui est donnée ici, la constante de temps naturel qui est donnée là, et donc le gain statique est ici. Et en écrivant les l'équation du second degré sous cette forme-là, nous avons en effet que le 1 sur oméga n carré, c'est ça qui correspond à la constante de temps, la constante du carré du temps ici, et cette expression est bien égale au LC que j'ai ici. Ensuite, je prends la constante de temps naturel qui est égale à 2 xi sur oméga n qui est là, et cette expression-là correspond bien au RC. D'accord? Et donc, comme je l'avais défini tantôt, dans une autre vidéo, ce que je fais ici, c'est que je considère là ce que j'ai défini, un concept que j'ai introduit. Donc, je vous invite à aller voir mes vidéos sur les concepts de Dabo. C'est fait en français et en anglais. On peut voir que ici, ce que je fais, c'est que j'introduis une constante de temps que j'appelle la constante de temps relative, qui est égale à 1 sur 2 xi oméga n et qui est définie comme étant le ratio entre taux indice taux, qui est la constante du carré du temps, que divise la constante de temps naturel. Et c'est ça qui va me donner l'expression L sur R ici que j'ai comme résultat. Juste un commentaire au passage, vous savez que quand on a un système, un circuit RL série, à savoir que la capacité est virée ici, donc on connecte directement la sortie de la capa ici, ça nous donne notre circuit RL série. Ce circuit RL série a pour constante de temps le L sur R, qu'on voit ici, mais également pour gain statique le 1 sur R. OK? Lorsqu'on écrit, en fait, l'équation différentielle de ce circuit RL-là, parce qu'on se limiterait qu'à ça, en fait. D'accord? Et donc ici, en divisant par R partout, on aurait tout simplement le L sur R ici. Et donc, on aurait également le 1 sur R qui serait là, en multipliant l'entrée. Voilà ce que je veux vous dire comme remarque. OK? Et donc, en regardant justement cette expression-là, souvenez-vous que la définition, je définis personnellement au sens de Dabo, donc j'apporte l'innovation scientifique de la constante de temps d'un système dynamique du second ordre, que j'ai appelé tau S. C'est le double de la constante de temps relative, et dans ce cas, ça va être égal à 2 fois la L sur R, qui est ici la constante de temps relative. D'accord? Et donc, sur la base de ça, et en égalisant ces expressions-là, nous allons passer à la suite. Et donc, en passant à la suite, nous voyons que on définit le oméga n que multiplie le temps de réponse, ou alors le oméga n qui n'est rien d'autre que une constante en fonction du coefficient d'amortissement que divise un temps de réponse à un pourcentage gamma fixé. Et ce ratio-là est égal à 2 fois pi que multiplie la fréquence naturelle. D'accord? Cette formule-là est une formule générale qui réunit le temps de réponse
et la pulsation naturelle de notre système. Donc, je résume ces expressions parce que de l'expression précédente que nous avons ici, de ces expressions précédentes-là, qui sont ici, le taux qui est égal à 1 sur oméga n carré est égal à LC, de xi sur oméga n qui est égal à RC, de ces deux expressions-là, eh bien, nous déduisons l'inductance et la kappa en fonction des valeurs de oméga n, et donc en remplaçant oméga n par sa valeur, nous avons cette expression-là d'un point de vue des performances temporelles que nous souhaiterions avoir. Autrement dit, pour calculer l'inductance ici, nous avons L qui est égal à R, qui est la résistance, que divise 2 fois xi, où xi est le coefficient d'amortissement. Et donc ici, on multiplie par le temps de réponse désiré, parce que TR gamma est le temps de réponse désiré en pourcentage donné gamma, que divise un coefficient bien précis en fonction de xi, et qui a aussi rapport avec le temps de réponse désiré, ou alors le temps de montée désiré. Mais dans ce cas précis, nous travaillerons que sur le temps de réponse désiré à un pourcentage du point d'équilibre. Admettons qu'on sollicite notre système RLC avec une entrée échelon. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Le système RLC va répondre. On va mesurer la tension au bord de la capacité. Et si la tension croît ou répond comme un système dynamique du second ordre, alors il faut savoir que cette réponse dans sa dynamique mettra un certain temps pour atteindre un pourcentage du point d'équilibre. Maintenant, si nous, on se dit, avant de faire cette simulation, avant de faire ces essais-là, que voulons-nous comme temps de réponse? Eh bien, c'est à cette question que nous répondons ici. Donc, nous désirons un temps de réponse qui soit, par exemple, d'une valeur finie, à un pourcentage donné du point d'équilibre qui peut être égal à 95%, 90% du point d'équilibre, 80% du point d'équilibre. On fixe ce temps de réponse et donc à ce temps de réponse correspond un- une valeur constante. D'ailleurs, avant de fixer ce temps de réponse, on se dit, pour notre système, est-ce qu'on veut un système? Est-ce qu'on veut une réponse de la tension de notre système qui est égale enfin, qui a un dépassement ou pas. Et à partir de ce moment-là, on fixe déjà le coefficient d'amortissement. Une fois qu'on a fixé ce coefficient d'amortissement-là, maintenant on se dit qu'à un pourcentage donné du point d'équilibre, nous désirons un temps de réponse fixé. Et donc, ce pourcentage du point d'équilibre et le coefficient d'amortissement, c'est ça qui nous permet d'aller chercher dans la table, les tables de Dabo, donc les tables que j'ai énoncées, un coefficient qui est une valeur fixe que j'ai calculée, que j'appelle le grand A de xi parce qu'il bouge en fonction du xi, mais également en fonction du pourcentage gamma qu'on souhaiterait avoir. Donc ici, c'est normalement grand A de xi et temps de réponse à gamma. OK? Alors, il faut considérer qu'on ferait la même chose ici, si toutefois on avait besoin d'atteindre une bande passante bien précise. Par exemple, ici, si Fn est égal à 1 kHz, on dit qu'on n'a pas besoin de dépassement ici, donc le xi, on le détermine, on fixe celui-là à 1 kHz. Si la résistance est déterminée, alors on tire l'inductance qui va nous permettre d'atteindre notre objectif, et on vient tirer aussi la capacité qui nous permettrait d'atteindre notre objectif, ce qui est très important. D'accord? Donc ici, pour la capacité, j'ai anticipé, je suis parti un peu trop vite pour la capa, dans le cas des performances temporelles, performances fréquentielles qu'on souhaiterait avoir. Pour la capacité, toujours, si on souhaite avoir les performances temporelles désirées, il suffit de faire la même démarche. D'accord? Donc, fixer la résistance. Ensuite, se dire est-ce qu'on a besoin d'un dépassement ou pas. S'il n'y a pas besoin de dépassement, fixer le coefficient d'amortissement. Venir fixer le temps de réponse désiré à un pourcentage fixé du point d'équilibre. Et à partir de ces éléments-là, venir calculer la constante, OK, qui va nous permettre de déduire la kappa ici. Et cette constante, on ne la calcule pas, on vient juste la piocher de la table que j'ai défini. Si toutefois il n'y a pas du tout de coefficient d'amortissement
qui figurent dans la table, il suffirait d'aller chercher par calcul le coefficient grand A par rapport aux formules que j'ai utilisées pour pouvoir déjà donner un certain nombre de ces valeurs-là dans une table réduite que j'appelle les tables de Dabo. D'accord? C'est-à-dire de ce que moi, j'ai eu à énoncer pour ce type d'exercice. Donc, dans le design, comme je disais, il faut fixer le coefficient d'amortissement pour savoir si on est dans le cadre d'un dépassement ou pas. Donc, j'en suis là. OK? Numéro un, on fixe le coefficient d'amortissement. Numéro 2, suivant les performances qu'on veut avoir, qu'elles soient temporelles ou fréquentielles, on fixe donc les performances en fixant le temps de réponse désiré, d'accord? Et en choisissant à quel pourcentage du point d'équilibre il faut le faire. OK? Donc ça, en fixant cela, bien sûr, on aura une conséquence sur la pulsation naturelle. Puisqu'en fixant le temps de réponse, en allant choisir, en fixant aussi le coefficient d'amortissement, le TR sur grand A, c'est l'inverse du oméga n. Et si c'est l'inverse du oméga n, il suffira de diviser le oméga n après par 2pi pour obtenir la fréquence de notre système, la fréquence naturelle de notre système. D'accord? Donc, le choix temporel de notre système, une fois qu'on a fixé, par exemple, la résistance et le coefficient d'amortissement, va nous amener à une conséquence qui est une conséquence fréquentielle également. D'accord? Bien. Donc, si on veut faire maintenant l'étude par rapport aux performances fréquentielles, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va fixer la fréquence. OK? On dit qu'on n'a pas besoin de dépassement ou il y a besoin de dépassement. On fixe la valeur de la résistance et là, nous avons ce qu'il faut. Maintenant, en fixant le Fn ici, on voit très bien qu'on pourra, et le coefficient d'amortissement, qu'on pourra déduire en ne considérant que cette partie de la relation, le temps de réponse à un pourcentage fixé, connaissant le coefficient d'amortissement et bien sûr ce coefficient grand A qui va avec. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et je disais qu'on peut fixer la résistance ici, mais en réalité, on peut fixer l'un des trois paramètres, quoi, que sont la résistance, l'inductance et la capacité. D'accord? Donc, ceci étant dit, nous allons passer à la suite. Et donc, voici, je reprends le même tableau. Et ici, nous avons les tables que j'ai qualifiées de tables de Dabo. Alors ici, c'est pour le coefficient d'amortissement. Le coefficient d'amortissement xi qui vaut 1. Dans ce tableau-là, on a les temps de montée à gauche, on a les temps de réponse à droite. Et par exemple, ici, le temps de réponse à 95% du point d'équilibre. Pour le calculer, connaissant oméga n, il suffit de prendre cette relation-là 4,742 que divise oméga n, tout simplement. Et donc, on aura à ce moment-là le temps de réponse de notre système à 95%. Si toutefois le coefficient d'amortissement est différent de 1, on peut l'avoir qui est égal à 0,5 ou 0,7 ou 1,25 ou 1,8. Vous vous doutez bien que ici, pour les 1,25 et 1,8, coefficient d'amortissement strictement supérieur à 1, on ne parle pas de dépassement parce qu'il n'y en a pas, parce que le système est fortement amorti. Là, pour ces résultats-là, ce sont des extraits des tables que j'ai introduites dans le contrôle commande des systèmes dynamiques pour ce type d'exercice. Et donc, le oméga n que multiplie le temps de réponse ici à 95% par exemple, il vaut 2,264, 2,264 et le grand A de xi que nous avons vu dernièrement. Donc, vous voyez que ce grand A de xi, il dépend du xi, il dépend aussi du temps de réponse à 95%, même si on ne le connaît pas. En fait, c'est en fonction du pourcentage à 95%. Là, le 0,7, pour 0,7, il vaut 2,9, qui est le grand A de xi. Le grand A de xi vaut, pour le coefficient d'amortissement 0,7, 2,9, et puis respectivement 6,55 pour 1,25 et 10,188 pour 1,8. D'accord? Et on fait pareil pour la suite. Alors, remarque très importante. Une fois qu'on a
qu'on s'est fixé comme objectif un temps de réponse, par exemple, à 95%, ce qu'on fait, c'est on vient calculer les coefficients ou bien les paramètres de ces composants passifs qui valent bien. Et une fois que ça c'est calculé, donc on pourra venir déduire les temps de réponse correspondants. Par exemple, temps de réponse correspondant à 90%, on saura en avance à combien nous sommes positionnés du point d'équilibre, donc la valeur exacte, et idem pour le temps de réponse à 80%. D'accord? Voilà. Donc, je vous propose d'aller tout de suite là faire quelques simulations. Alors aujourd'hui, je vais utiliser un nouveau logiciel pour certains d'entre vous, qui est le PaySpice. Mais avant d'arriver à PaySpice, ce qu'on va faire, on va prendre des valeurs ici. Donc, je fais d'abord quelques calculs sur MATLAB. Là, ce sont les coefficients d'amortissement que j'ai choisis dans la table qui est ici. 0,5, 0,7, 1, 1,25 et 1,8. C'est ce que je montre comme calcul ici, comme données ici, d'accord, dans mon script MATLAB. Je prends le temps de réponse à 95%, je dis qu'il vaut 500 microsecondes. Ensuite, là, je vais chercher les coefficients de Dabo, donc, c'est-à-dire les coefficients que j'ai introduits. Et donc, le grand A de Xi pour le 95%, pour différentes valeurs, il vaut 2,264, comme vous pouvez le voir ici. Donc, je reprends exactement cette ligne-là, à laquelle je viens rajouter un terme pour le temps de réponse à 95%, qui est le 4,742 pour le coefficient d'amortissement qui vaut 1. Et je vais intercaler comme ça les différents termes pour chaque ligne des valeurs du produit, en fait, pour chaque ligne correspondant à oméga n fois le temps de montée ici à un pourcentage fixé. Et c'est ce que je fais ici pour les temps de réponse. Premièrement à 95%, deuxièmement à 90%, troisièmement à 80%. Et je viens maintenant dans cet exercice, au lieu de fixer la résistance, je fixe la capacité à la valeur de 0,1 microfarad. Et donc ici, je viens calculer la résistance, l'inductance, la fréquence naturelle, la pulsation naturelle, le temps de réponse à 90, le temps de réponse à 80. Et l'ensemble de ces valeurs obtenues vont me permettre d'aller sous PSpice pour faire les simulations et vérifier un certain nombre de choses. Donc, j'avais déjà préparé PSpice pour vous, le voilà. Ici, j'ai donc une simulation avec le temps de réponse ici. D'accord? Donc, en fonction de la résistance de l'inductance de la kappa est fixée à 0,1 micro ici. Donc, ici, ce qui m'intéresse, c'est une réponse temporelle. Et là, ce qui m'intéresse, je regarde la réponse fréquentielle de mon système. D'accord? Ici, je regarde la réponse fréquentielle de mon système. Et donc, les courbes, les tracés qui sont correspondantes à la tension, par exemple, qui sont correspondants à la tension, pardon. Ici, le tracé là qui correspond à la tension au bord de la kappa, c'est ce que vous voyez ici. Donc, c'est la tension au bord de la kappa comme réponse de l'excitation de mon système dont l'entrée vaut 1 volt. Ici, je fais une représentation dans le diagramme, dans le domaine de Bode pour vérifier la valeur de la fréquence obtenue. D'accord? Donc, nous allons prendre le cas de 0,5 et l'objectif, c'est, quel que soit le coefficient d'amortissement, d'avoir toujours le temps de réponse à 95% qui vaut 500 microsecondes que vous pouvez voir ici. OK? Bien. Donc, c'est ça notre objectif, sauf que, bien sûr, par rapport au coefficient d'amortissement qu'on va choisir, les valeurs vont changer pour les temps de réponse à 80%, par exemple. Hein, les valeurs vont changer. Par contre, à 950, à 80, parce qu'ici c'est 950 millivolts, donc c'est 95%, puisque 1000 millivolts, c'est 950 millivolts sur 1000 millivolts, ce qui nous donne du 95%. D'accord? Et donc, là, j'ai mon système. Je viens chercher ici la résistance qu'il me faut. Donc, dans un premier temps, j'ai cette résistance-là qui va, et cette inductance-là, qui vont correspondre, sachant que la kappa n'a pas bougé, qui vont correspondre au coefficient d'amortissement
de 0,5, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, pour la deuxième colonne, ce sera un coefficient d'amortissement de 0,7, etc. Donc, je lance maintenant ici, j'ai du 2208,5 kilo, pardon, ohms. D'accord? C'est cette valeur-là que je vais reporter ici. OK? Donc, je fais ça, je fais la modification. 2,208. Donc, 208,5 ohms. OK? Et si je reviens ici sur le graphe, j'ai 208,5 ohms. Ensuite, je prends 487,7. Ici, 487,7 millihenries que j'ai ici. La kappa n'a pas bougé. Je reporte les mêmes valeurs ici. J'ai du 2208,5 entrée. Et là, j'ai du 487,7 millihenries. Et là, c'est bon. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je lance la simulation. Donc, je verrai un dépassement ici. Vous avez vu, j'ai le dépassement. Ici, à 95% sur le graphe 1, sur le curseur 1, j'ai toujours du 500 millisecondes ici. D'accord? 95% à peu près. Au niveau de MATLAB, on peut le voir, hein, la valeur désirée est ici. Le temps de réponse à 95% est là. D'accord? Donc, euh, c'est bien ce que j'ai. Je me positionne à 95%, comme je vous avais dit. J'ai le 500 microsecondes. OK? Ensuite, à l'horizontale ici, je suis censé chercher la position de 80%. Donc là, je suis à 80,2%. Je vais essayer d'atteindre le 80%. Je fais un zoom ici pour aller chercher mon 80%. Et donc, j'ai à peu près mon 80%. La valeur correspondante du temps de réponse doit être à 416,7. Et si je viens ici regarder, j'ai mon temps de réponse à 80% qui est de 416, à peu près 417. D'accord? 417 microsecondes, bien sûr, parce que ici, c'est du 416, 10 moins 3. Quand on multiplie ce 10 moins 3 aussi, ça me fait du 10 moins 6. Et ça me donne le résultat que je cherche. Donc, vous voyez que j'atteins mes objectifs par rapport à ce design que je viens de faire. D'accord? J'atteins, encore une fois, l'objectif clairement, comme il faut, par rapport au design. Et donc, si toutefois ici, je viens regarder maintenant la simulation, alors le tracé est ici en bas, je me positionne à la valeur de moins 90 degrés, ok, qui est au niveau de la phase, et je profite de cette position pour lire la valeur de fréquence que j'obtiens. Donc, je viens affiner mon positionnement ici. Là, j'ai du 90, donc j'ai une valeur de fréquence, fréquence naturelle qui est à 721,17 Hz. OK? Et là, donc vous voyez que le choix de ces RLC, là, cette combinaison de RLC, me donne un temps de réponse désiré à 500 microsecondes à peu près, à 95%, ce qui correspond à une pulsation ou alors à une fréquence naturelle qui est à 721,17 Hz. Je regarde dans mes calculs, la fréquence FN est ici. Vous voyez que là, comme c'est du 10 puissance 3, j'ai du 721,7 à peu près, qui est la valeur qui est ici. OK? Et donc, on fait pareil pour l'ensemble des autres données. Si je vais chercher, par exemple, ici, les valeurs correspondantes. Alors, pour ne pas trop rallonger la vidéo, je ne vais pas prendre tous les autres exemples, bien sûr. Je vous laisserai regarder. Vous pouvez faire pause et récupérer les valeurs d'inductance et de résistance, faire vos simulations et regarder les valeurs de temps de réponse que vous allez avoir, qui sont ici, si ça correspond bien à ce que vous aviez, à votre désir du départ. Donc, je prends cette valeur-là, qui vaut 2413,8. Donc, c'est ce que je vais mettre ici. Alors, on clique droit pour faire la modification. Donc, j'ai dit 2413,8. Ça, c'est 2413,8 ohms qui est là. Ensuite, 293
297,3 millihenry. 297,3 millihenry. Il faut toujours mettre le petit m pour avoir millihenry ici, de la même manière que j'aurais pu mettre un grand K après si j'avais écrit en kilo-ohm. Et donc la kappa n'ayant pas bougé, on vient ici, on fait la simulation. Je suis plutôt là. Je fais la simulation et donc vous voyez que le dépassement a diminué. Ici à 50%, à 95%, j'ai toujours la valeur ici. Là, je suis presque à du 85%. Donc c'est pas ça qui m'intéresse. C'est d'aller chercher le 80% qui m'intéresse. OK? Et donc, je vais essayer de trouver le 80%. J'y suis à peu près, mon temps de réponse est à 386 ou 385,6. Je ne suis pas tout à fait précis ici, mais on peut voir que au niveau de la constante de temps, le 385 que j'ai, il est là. 385 microsecondes. D'accord? Donc, c'est comme ça que je procède. Là, c'est pour tout simplement vous montrer la conséquence du choix de ce couple ou de ce triplet de composants passifs ou de paramètres de mon circuit RLC série, ce que ça impacte sur les autres temps de réponse. C'est-à-dire que mon objectif de départ, je l'ai atteint. Je l'ai déjà atteint pour deux coefficients d'amortissement et les conséquences que ça a sur les temps de réponse que j'ai, je sais les calculer en avance. D'accord? Donc, je peux dire que, OK, moi, je veux un temps de réponse à 500 microsecondes ici. Par contre, à 80%, je voudrais un temps de réponse qui soit, par exemple, supérieur à 385 microsecondes ou alors inférieur à 385 microsecondes. Comment je vais choisir à ce moment-là mon coefficient d'amortissement? Ça peut être une contrainte sur le choix du coefficient d'amortissement. OK? Et donc, si c'est inférieur, vous voyez qu'en choisissant le coefficient d'amortissement, ben, les autres valeurs de coefficient d'amortissement qui sont inférieures à 385 sont ici. Donc, j'aurais pu choisir un 1, par exemple, comme coefficient d'amortissement, ou alors même un 0,8, ou alors, en tout cas, une valeur de coefficient d'amortissement dans ces conditions-là qui soit strictement supérieure à 0,7. OK? Et donc, on continue. Je viens prendre ici pour 1 le 2108,8. Là, je ne vais pas faire la simulation pour la partie là. Je vous invite à la faire par rapport à la fréquence, la conséquence de la fréquence obtenue, quoi, ici. D'accord, la fréquence naturelle. Donc, j'ai dit que la troisième valeur, elle vaut 2108,8. Je clique droit, 2108,8. Et ensuite, je viens chercher la valeur correspondante de l'inductance, 111,2 millihenry. 111,2 millihenry. Et là, quand on va faire la simulation, vous voyez le dépassement ici. Nous n'aurons plus de dépassement parce que le coefficient d'amortissement correspondant à cette combinaison-là vaut 1. Et donc, on y va. On lance la simulation et donc le dépassement a disparu comme je vous disais, puisque c'est un système à amortissement critique. Ici, quand on est à 95%, on est toujours à notre 500 microsecondes sur la position du 1. D'accord? Vous voyez que ça a bougé ici. On est à 953 maintenant. Ce que je vais faire, c'est zoomer et remettre ça au 95%. C'était juste pour vous montrer. Donc, le 95%, il est là. Et donc, je suis à 499,74. On va considérer que c'est du 500 microsecondes. Et le deuxième curseur, il faut que je l'amène au 800. Donc, il est à 316,32. Si je dézoome, j'ai les deux curseurs qui sont positionnés. Je viens regarder ici, sous MATLAB, le temps de réponse, il est à 316,3. Et si je reviens ici, je vois que je suis à 316,3 microsecondes. Donc ça, c'est la conséquence. D'accord? Vous voyez? Donc, je respecte mon cahier des charges en termes de temps de réponse désiré.
et je peux vérifier les conséquences que je vais avoir en choisissant un tel temps de réponse désiré. OK? D'ailleurs, dès le départ, avant même de faire des simulations, hein, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que je vous ai montré ici. Avant de faire les simulations, je savais que en choisissant un temps de réponse à 500 microsecondes, j'allais avoir temps de réponse à 500 microsecondes, comme c'est noté ici, j'allais avoir mes différents temps de réponse à 90% qui valent ces valeurs-là pour les différents coefficients d'amortissement. Et dès le départ, avant même d'aller choisir les composants, de faire les simulations ou alors de faire autre chose, je peux prédire déjà ce que je vais avoir. Donc, les formules que je donne sont efficaces, hein. Cette innovation scientifique que j'ai amenée dans le contrôle commande, je suis en train de l'appliquer à l'électronique, ok, actuellement, et vous voyez que c'est efficace aussi dans le choix des composants. Alors, bien sûr que il faudrait choisir les composants, bien sûr, de telle sorte que ce soit des valeurs qu'on puisse vraiment réaliser. Mais s'il y a des valeurs comme ça, on peut toujours les approcher en faisant de l'assemblage série des résistances. Donc, les résistances vont s'additionner ou alors faire des combinaisons de résistances, soit en parallèle, soit en série. Pour les inductances, pareil. Et essayer d'atteindre les valeurs que notre calcul théorique nous donne. D'accord? Donc, je vais passer directement à la dernière valeur. Je vais prendre cette valeur de résistance-là, qui va correspondre à un coefficient d'amortissement qui vaut 1,8. Et donc, par rapport à ce coefficient d'amortissement-là aussi, nous verrons les valeurs que nous allons avoir. Et peut-être déjà, je vais pouvoir aussi regarder la fréquence que je vais obtenir, la fréquence correspondante. OK? Donc, coefficient d'amortissement 1,8, ça va faire du 1766,8 comme résistance. 1766,8 comme résistance et comme inductance, je vais avoir du 24,1 millihenry. 24,1 millihenry. D'accord? Donc, pour cette dernière simulation, je vais faire ceci, 1766,8 et ici, 24,1 M. Voilà, donc je suis dans les mêmes conditions. Je reviens ici, je fais la simulation. Alors, comme on a 1,8 en coefficient d'amortissement, est-ce qu'il y aura un dépassement ici? Non, il n'y aura pas, parce que le système est fortement amorti, puisque sa valeur de coefficient d'amortissement est strictement supérieure à 1. Et donc ici, j'ai le temps de réponse à 95%, ici, qui vaut toujours les 500 microsecondes de départ. Le 80% que je devais avoir, je vais aller le chercher en amenant le deuxième curseur à peu près à 80% ici. Et donc, la valeur de mon temps de réponse à 80% vaut 276,3. Je vais regarder mon calcul sous MATLAB, 276 ici à peu près. Microsecondes, vous voyez. Donc, je maîtrise le design totalement en termes des valeurs de temps de réponse et selon ce qu'on veut faire, on peut faire notre design, choisir le coefficient d'amortissement, faire les compromis qu'il faut. Bref, on peut toujours être dans un compromis, mais déjà les formules que j'apporte en termes d'innovation, grâce au théorème fondamental selon lequel tout système dynamique du second ordre en réalité n'a qu'une seule constante de temps, je peux vous donner des formules qui vont vous permettre de faire un design impeccable de votre circuit RLC. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et c'est pas fini. Je viens ici, je fais également la simulation. Et une fois que j'ai fait la simulation, ben, je vais aller chercher le moins 90 degrés pour que je puisse lire la valeur correspondante de fréquence. Donc là, je suis à 3,3 à peu près kHz en termes de pulsation de coupure. Et là, en termes de pulsation naturelle, et donc quand je suis ici, le oméga n correspondant, vous le voyez ici. D'accord? Ça, pardon, pas le oméga n, mais le Fn qui est la fréquence naturelle
est à 3,2. Et si je veux un peu plus de précision, il suffira tout simplement de venir zoomer ici pour aller chercher le moins 90. Et donc, en cherchant le moins 90, vous voyez que je suis à 3,2, ce qui est la valeur que j'ai surlignée ici. D'accord? 3,24. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer, qu'il est possible de faire du design avec les formules que j'ai données, de choisir les couples ou les triplés résistance, inductance et capacité, afin d'obtenir un temps de réponse désiré, parce que le temps de réponse est toujours le même, et que cet impact de temps de réponse, ce choix, d'accord, de ces coefficients-là, bien sûr, on le fait d'abord en nous disant que, OK, moi je veux ou ne veux pas de dépassement, comme je vous l'ai montré dans la présentation ici. Est-ce que je veux, est-ce que je ne veux pas de dépassement? Ça, c'est la première étape. Une fois que j'ai fixé mon coefficient d'amortissement, je ne suis pas obligé de rester figé sur un coefficient d'amortissement donné comme le 0,7 par exemple. Non, il n'y en a pas besoin. Donc, je cherche le coefficient d'amortissement qu'il me faut. Ensuite, si je veux des performances temporelles, eh bien, je vais fixer le temps de réponse désiré à un pourcentage fixé du point d'équilibre. Ensuite, je viens fixer soit la capacité, soit la résistance, soit l'inductance. Et à partir de là, je calcule les autres valeurs. Et une fois que je rentre en simulation, eh bien, je suis sûr que j'ai ce que je cherche, comme je viens de vous le montrer. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé des belles fêtes de Noël et puis que vous allez passer des belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Djadjefete, Marcelin Dabo, Africain du Sénégal, de Ziguinchor, Tilène. À la